Bonjour chère communauté francophone et francophile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Travailler au Canada, zoom sur la Colombie-Britannique ou comment transformer ton orgueil en compétence d'humilité. Tel le homard dont les membres repoussent après endommagement ou perte, travailler en Colombie-Britannique, c'est vivre un processus de régénération. Plutôt canon. À l'image du balayeur balayé, travailler en Colombie-Britannique, c'est faire l'expérience du détruire pour reconstruire, désapprendre pour réapprendre. Arrivé comme un héros, il est reparti à zéro. Au programme de l'emploi, les verbes suivants: chercher, trouver, se former, être embauché, partir, s'épanouir et créer son entreprise. Comme toujours, l'idée ici est de partager des outils qui te permettront de faire tes propres recherches de façon le plus éclairée possible et surtout d'apporter un retour d'expérience, car je sais que c'est ça que tu recherches. Introduisons notre sujet par la dynamique du travail au Canada et en Colombie-Britannique. Et on commence par le chômage. Ici, tu as un tableau qui recense le taux de chômage en mai 2025 de pays francophones. Pourquoi? Pour te permettre de comparer le taux de chômage de ton pays, le cas échéant, avec le taux de chômage du Canada et de la Colombie-Britannique à périodes égales. Ces chiffres sont issus de l'OCDE, l'INSEE et de Statistique Canada. En mai 2025, le taux de chômage au Canada est de 7%. 7%, note que c'est le niveau le plus élevé depuis 2016, à l'exception des années marquées par la pandémie. Le marché du travail canadien montre des signes de ralentissement et des difficultés persistantes pour certains groupes de travailleurs. Alors pourquoi? Cette situation, elle est liée aux difficultés économiques, notamment avec les tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Les entreprises commencent à ressentir l'impact de ces tarifs hem, sur l'emploi et en termes de chiffres, c'est le service manufacturier qui a été le plus touché et qui enregistre un déclin de 12 200 emplois, en raison des tarifs élevés sur l'aluminium, l'acier et les industries automobiles. Aussi, le gouvernement de la Colombie-Britannique craint la perte de 124 000 emplois d'ici 2028 dans ce secteur des ressources naturelles. Afin de comprendre davantage l'impact du tarif douanier américain sur le secteur manufacturier, sur le secteur de la fabrication au Canada, nous avons ici un graphique de Statistique Canada qui présente les régions économiques affichant le niveau d'emploi le plus élevé dans le secteur de la fabrication en janvier 2025. Ce secteur de la fabrication se classe au 4e rang des secteurs les plus importants au Canada. En première position, nous avons Toronto en Ontario avec environ 350 000 emplois dans le domaine de la fabrication. Et en troisième position, le Lower Sud-Ouest en Colombie-Britannique avec environ 120 000 emplois. Alors, quand on parle des tarifs douaniers, on parle du droit de douane, ce qui est la taxe imposée par un pays sur les marchandises importées ou exportées. Donc là, les États-Unis. Ce secteur de la fabrication canadienne, il dépend de la demande des États-Unis pour ses exportations et ça représente 8,9% de l'emploi total au Canada. L'emploi dans ce secteur manufacturier peut être particulièrement sensible aux variations des tarifs et de la demande étrangère. Le secteur y compte le plus grand nombre d'emplois qui dépendent de la demande des États-Unis pour ses exportations canadiennes. Et c'est environ 341 000 emplois, soit 39,4%, qui dépendent de la demande des États-Unis. Nous avons une carte intéressante de Statistique Canada qui nous présente le taux de chômage par province et territoire en janvier 2025. On a vu précédemment le taux de chômage en mai 2025 en Colombie-Britannique qui était de 6,4% et en janvier, il n'était que de 6%. Donc là, on voit aussi l'augmentation. On peut aussi constater le taux de chômage assez élevé en Ontario qui est de 7,6% et on peut certainement le lier avec l'impact des tarifs douaniers américains, vu qu'on vient de voir
que plus de 350 000 emplois dépendaient du secteur, de la fabrication en Ontario. Alors, il semble qu'il soit directement, impacté, voilà, par cette situation économique. Dans son étude, Statistique Canada adresse, un petit mot, aux immigrants qui intègrent le marché du travail canadien. Alors, ils disent que les immigrants éprouvent souvent des difficultés à trouver un travail correspondant à leurs qualifications. On va le voir, largement par la suite. En janvier 2025, parmi les employés permanents qui étaient des immigrants récents, ceux qui sont devenus des résidents permanents au cours des 5 dernières années, près de 1 sur 10, soit 9 prévoyait de quitter son emploi au cours des 12 prochains mois, ce qui est en baisse par rapport à 11,6 en janvier 2024, une année plus tôt. Et à titre de comparaison, c'est 5,8 des employés permanents nés au Canada, qui ont déclaré en janvier 2025 qu'ils avaient l'intention de quitter leur emploi au cours des 12 prochains mois, aussi en baisse, par rapport aux 6,7 de janvier 2024. Donc dans les 2 cas, donc que tu sois immigrant ou, né, au Canada, tu as moins envie de quitter, ton travail, en 2025 qu'en 2024, donc c'est plutôt encourageant. Si comme moi tu es passionné par les stratégies de développement territorial, tu vas forcément t'intéresser aux défis économiques de la Colombie-Britannique. Ici, nous avons le contexte opérationnel du plan ministériel de Pacifican pour 2025-2026. Il s'agit d'une vue d'ensemble. Pacifican, ou Développement économique Canada pour le Pacifique, c'est l'agence fédérale de développement économique dédiée à la Colombie-Britannique. Son rôle principal, c'est de soutenir la croissance économique régionale en investissant dans les entreprises, les collectivités et les projets d'innovation. Alors, quel est ce contexte général pour 2025-2026? Malgré une reprise économique en 2025 avec une croissance prévue de 1,5%, soit égale à la moyenne nationale, plusieurs défis freinent le plein potentiel de la province. Alors quels sont ces défis majeurs? On en a parlé en partie avec les tarifs douaniers américains, c'est l'accès au marché d'exportation, les perturbations commerciales mondiales, la dépendance aux exportations de produits du bois et des ressources naturelles, l'incertitude politique mondiale, le frein potentiel à l'investissement et aux embauches, la pression sur l'abordabilité, on va le voir tout de suite après, c'est le coût de la vie élevé, des prix de logement supérieurs à 40 au-dessus de la moyenne nationale. Également, il y a une hausse des coûts d'importation due à la faiblesse du dollar canadien. C'est un taux, de chômage, prévu, à la hausse. Une pénurie persistante de travailleurs qualifiés, notamment en santé et en construction, on va en reparler. C'est un ralentissement démographique. La croissance en 2025 sera de 0,2 contrairement à 3,3 en 2024. Malgré ce ralentissement global, on observe de nombreux atouts, dans cette province, comme, ses ressources naturelles, le développement de son énergie propre, le leadership, économique autochtone en forte croissance, la reprise touristique, qui sera presque au niveau de 2019, soit, avant la pandémie. Afin de bien cerner cette notion d'abordabilité en Colombie-Britannique, il faut se plonger dans le marché de l'habitation canadienne. Avant cela, je te conseille d'aller faire un tour sur la vidéo Vivre et survivre en Colombie-Britannique sur cette chaîne où tu auras une simulation du coût de la vie dans la province. Alors ici, nous avons la carte du prix national de l'immobilier au Canada qui a été faite par l'ACI, Association canadienne de l'immobilier. Tu peux comparer 2 provinces entre elles sur, 2 années, différentes. Donc ici, je me suis amusée à comparer, le coût, d'un achat immobilier, donc le coût moyen en Colombie-Britannique, comparé à, l'achat, au Québec et en mai 2025, voilà, entre les 2 provinces, ça passe du simple au double, 500 000, pour le Québec et 900 000, pour la Colombie-Britannique. La bonne nouvelle quand même, c'est que, ce coût, a diminué, de 4,1 en un an. Mais toi qui, pensais acheter ta maison, cash, à Vancouver, tu vas peut-être, revoir un petit peu tes plans. Et pour clore en beauté cette introduction sur la dynamique du travail au Canada,
On va découvrir ensemble les métiers en demande en Colombie-Britannique, d'après Work BC, l'agence de l'emploi provinciale, qui a établi un classement des métiers en demande sur la période 2024-2034. Ils appellent ça les High Opportunity Occupations. Ils ont rédigé un rapport que je t'invite vivement à consulter, qui est très intéressant, qui s'appelle le BC Labour Market Outlook, l'édition 2024. Et dans ce rapport, tu peux aller directement à l'annexe 6, sont répertoriés les métiers les plus fortement demandés. Il y en a environ 120. Donc moi là, je t'ai mis les 5 plus importants en termes d'ouverture de poste. Donc ouverture de poste, ça veut dire à la fois création de poste et remplacement des personnes qui partent à la retraite. Donc ces 5 métiers en haut de la pyramide sont directeur du commerce de détail et de gros, infirmier autorisé et psychiatre autorisé, aide infirmier, brancardier et associé au service aux patients, cadre supérieur, secteur public et privé, éducateur et assistant à la petite enfance. À côté de chaque métier, tu as un numéro, c'est le numéro de la profession, on appelle ça le CNP. Alors pour ceux qui ont déjà commencé des démarches, notamment avec Entrée Express, si vous êtes allé à des salons comme à Paris sur l'immigration canadienne, tu as déjà été fait familiarisé avec ces notions. Donc CNP, classification nationale des professions. Donc c'est un système qui est utilisé pour recenser toutes les professions qui puissent exister et classer les emplois en fonction de la formation, des études, de l'expérience et des responsabilités. C'est le FEER, ça aussi tu dois le connaître. On a aussi dans le tableau le salaire horaire médian. Sachez que le salaire minimum légal est à 17,85 $ depuis le 1er janvier 2025. Juste avant d'entamer notre première partie, faisons entrer en scène notre anti-sèche qui est notre fiche vocabulaire. Ici, nous avons des mots propres au domaine de l'emploi, de la recherche d'emploi. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais c'est une petite sélection sympathique. On commence. A job posting, c'est l'offre d'emploi. A job fair, c'est un salon de l'emploi. A job seeker, c'est un demandeur d'emploi. A raise, c'est une augmentation, à ne pas confondre avec le verbe rise, rose, reason. Gross net, c'est le salaire brut net. To lay off, licencier. To quit, démissionner. A kick-off, c'est un nouveau projet. Et tu as le verbe to kick off qui est lancer un nouveau projet. A sick day, un arrêt maladie, un jour de maladie. A wage, c'est le salaire et non pas a salary. A fast-paced, c'est un rythme soutenu. A co-op, c'est un programme d'alternance travail-études. Quand on dit un coop, souvent on sous-entend que c'est un stagiaire. One-on-one meeting, un entretien individuel et non pas one-to-one meeting comme on peut entendre plutôt au Royaume-Uni. S&OP, Sales and Operations Planning pour planification des ventes et des opérations. KPI, Key Performance Indicator pour ICP, indicateur clé de performance. Ces deux derniers termes sont des outils couramment utilisés en management, notamment dans la gestion de la supply chain et la planification stratégique. Ces deux concepts visent une gestion efficace et une amélioration continue des performances de l'entreprise. Et on entre dans le vif du sujet avec notre premier verbe d'action pour l'emploi qui est chercher. Ici, nous allons parler expérience canadienne, CV, réseau professionnel, réseaux sociaux, site internet de recherche pour l'emploi. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je vais pouvoir trouver mon travail à distance, donc depuis mon pays d'origine, pour la Colombie-Britannique ou le Canada? La réponse, c'est ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi ça peut être difficile? En partant, bien sûr, du fait que tu as ton permis de travail, ta résidence permanente.
Ce qui est difficile, c'est que l'employeur canadien est très attaché à l'expérience canadienne, quelle qu'elle soit, même si elle est, à des années-lumière du métier pour lequel tu postules. L'expérience canadienne, c'est très important et tu en as peut-être, entendu parler. La deuxième difficulté pour trouver du travail à distance, c'est que tu vas certainement te heurter à la problématique des professions réglementées, mais je vais développer ce sujet dans la partie se former. Également, si tu as participé à un forum, pour l'emploi, organisé par, IRCC, peut-être à Paris ou à un autre, pays en Europe, en Belgique, au Maroc, tu as peut-être eu cette sensation que tu allais pouvoir trouver du travail, très facilement une fois ton permis, de travail en poche et tu te rends compte que la réalité est tout autre, car je l'ai déjà dit dans une vidéo, personne ne t'attend. Donc là, tu vas faire face à une certaine contradiction entre ce qu'on t'a dit et ce que tu vas vivre. Tu auras plus de chances de trouver ton travail, à distance si ton métier fait partie des professions en demande, donc c'est ce qu'on a vu, dans l'introduction, mais tu n'échapperas pas aux professions, réglementées, le cas échéant. Et la dernière chose que je vois, c'est que si tu es francophone et que tu vises, une province anglophone, il sera, à mon avis, beaucoup plus complexe d'obtenir le travail à distance que si tu vises, le Québec. Mais concernant l'anglais, on va en reparler. Alors ensuite, le CV. Le CV, tu vas trouver plein de ressources en ligne pour faire, un CV à la norme canadienne. Mais en tout cas, les grandes lignes, c'est, pas de photos, pas d'informations privées, on n'en a rien à faire que tu sois marié, ou célibataire. Il faut être très précis et en même temps aller, droit au but. De toute façon, avant de te lancer dans la rédaction d'un CV, il faut bien comprendre comment fonctionnent les algorithmes de tri. On appelle ça un ATS pour Applicant Tracking System. C'est un système de suivi des candidatures sous la forme d'un logiciel qui est utilisé par les entreprises pour gérer les candidatures et notamment les CV. À partir du moment où tu vises une entreprise de taille moyenne ou grande, elle va certainement utiliser un ATS et aussi quand tu fournis ta candidature en ligne, tu peux être sûr qu'il y a de l'autre côté un logiciel qui va traiter ta candidature. Concrètement, ça veut dire que tu ne peux pas faire un CV générique que tu vas envoyer, en 1000 exemplaires. Il va falloir que tu fasses un CV, sur mesure par rapport à l'offre d'emploi que tu vises. Car le logiciel, il va fonctionner avec des mots-clés, donc il faut que tu reprennes tous les mots-clés de l'annonce et que tu en places un maximum, dans ton CV. Enfin pour le CV, ce qui est bien, c'est de mettre un numéro de téléphone canadien. Alors la problématique, c'est que si tu n'es pas encore au Canada, tu en as pas, mais tu peux, utiliser une application comme, Fongo, Fongo, qui peut te fournir un numéro, canadien gratuitement. Au cours de ta recherche d'emploi, tu vas certainement avoir besoin, d'un soutien moral et professionnel et c'est là qu'entrent en piste les organismes à but non lucratif d'aide à l'installation des nouveaux arrivants. Donc ces organismes sont financés par le gouvernement du Canada et de la Colombie-Britannique, si c'est la province que tu vises. Ils proposent, pour certains des services, en français. On peut citer le Relais francophone de la Colombie-Britannique, la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, la SDE, et aussi tu pourras avoir accès à des services, en anglais. Dans le Lower Mainland, on peut citer, Archway Community Services. Par exemple, ils peuvent t'aider, sur des CV, ils peuvent te proposer des cours d'anglais, donc gratuitement et aussi, un organisme très important qui est ISS of BC, c'est anglophone là aussi, pour Immigrant Services Society, donc en français ISS of BC. Concrètement, ces organismes, qu'est-ce qu'ils te proposent? Gratuitement, ils peuvent, te mettre à disposition ce qu'on appelle un case manager, donc c'est une personne qui, suit, ton parcours professionnel. Ça veut dire qu'il va te proposer des offres d'emploi qui correspondent à ton profil. Tu vas bien sûr définir en amont avec lui ce que tu recherches et dans quelle localité tu veux travailler.
Hem, il va t'entraîner aussi à passer des entretiens d'embauche, ce qui est très, très important. Il va bien sûr refaire, ton CV, l'adapter donc comme on l'a dit à chaque fois pour postuler à une nouvelle offre d'emploi. Il va te demander aussi certainement de prendre des cours d'anglais, donc ça je pense pas que tu puisses, y échapper, c'est vraiment important. Alors après c'est peut-être pas des cours, vraiment, idéaux, tu vas peut-être te retrouver dans des cours, où, les gens préparent un IELTS. Donc c'est des cours un peu particuliers, mais bon, ça fait quand même un peu travailler l'anglais, c'est pas foufou, dans ce cas-là. Mais bon, peut-être que tu peux aussi demander à avoir accès à un prof, plus, particulier. En tout cas, là, tout ce que j'énonce sur les réseaux professionnels, tout peut se faire, à distance par visio, hein. Tu fais tout de chez toi et également, on peut, te financer une formation. Par exemple, tu travailles sur un logiciel, depuis des années, dans ton pays d'origine et puis tu te rends compte ici que pour exercer ton métier, c'est un autre logiciel qui est utilisé. Donc là, tu pourras pas non plus y échapper, il faudra que tu te formes. Donc ISSOBC pourra, voilà, s'il pense que c'est, intéressant pour toi, financer une formation. Donc tu auras des cours, encore là aussi, que tu vas suivre et la dernière chose que je voulais dire sur ISSOBC, donc je ferai le lien avec les, professions, réglementées sur la partie, se former. Mais ils peuvent également, t'aider à financer, l'inscription à la certification de la profession réglementée. Donc voilà, là, ça fait, beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, ou plutôt devrais-je dire le réseau social. En Amérique du Nord, c'est LinkedIn qui est extrêmement utilisé. C'est l'outil numérique par excellence pour faire, du réseautage professionnel. Peut-être que dans ton pays d'origine ou dans ta province d'origine, tu as une expérience de plus de 20 ans dans ton métier et quand tu as commencé, ce métier, LinkedIn, ça n'existait pas. Donc tu n'as jamais eu l'occasion de créer ce genre de profil. Ici, il va falloir t'y coller. L'employeur va évidemment s'en servir pour, étudier ton profil avant de te convoquer pour, un poste, intéressant. Mais au-delà de la simple, présentation de ton historique professionnel, LinkedIn peut t'aider à trouver directement du travail. J'ai une connaissance qui a trouvé son premier emploi via cette plateforme. Il avait envoyé des dizaines de candidatures laissées sans réponse et puis un jour, il a l'idée de contacter, via LinkedIn directement le manager d'une entreprise qu'il convoitait. Le manager lui a répondu, lui a proposé un entretien d'embauche et l'a embauché. Parmi les sites de recherche d'emploi, on peut citer, Guichet Emploi, qui est le site de la fonction publique canadienne. On peut également, parler de WorkBC. WorkBC, c'est, l'agence de l'emploi de la Colombie-Britannique. Évidemment, vous avez des sites comme, Indeed, voilà, qui sont mondialement connus et aussi vous avez des sites, qui s'appliquent pour des corps de métiers spécifiques. Par exemple, si tu travailles dans le domaine, de l'enseignement, mais plus largement pour les écoles, pour la formation, tu peux aller voir le site, Make a Future qui va, référencer toutes les offres d'emploi de la BC dans ce secteur-là. Et nous terminons cette partie sur la recherche d'emploi par le réseautage, mais cette fois-ci le réseautage en présentiel. N'hésite pas à te déplacer sur les forums de l'emploi, à entrer en contact avec des chasseurs de tête ou encore à serrer la main d'agents d'intérim. N'oublie pas, ce que tu recherches avant tout, c'est une expérience canadienne qui peut-être à l'avenir te permettra de décrocher le job de tes rêves canadiens. Également, le bouche à oreille est très important pour, accéder à un potentiel, 1er job. N'hésite pas à parler de ton projet professionnel, autour de toi, au réseau, d'amis que tu commences à te constituer à ton arrivée au Canada, car bien souvent, une personne peut connaître le directeur de telle ou telle entreprise et tu vas être étonné que la semaine qui va suivre, le secrétariat de cette entreprise va te contacter pour te faire passer un entretien.
Et là, plus besoin de s'embêter avec les fameux logiciels de tri des CV. Ça y est, tu as décroché ton premier entretien d'embauche pour un emploi qui correspond à tes qualifications professionnelles, à ton niveau d'études. C'est ton premier entretien, tu es tout fier, tu as une confiance absolue en ton profil professionnel, tu penses même que tu as un niveau largement supérieur au poste qui est proposé. Tu viens d'arriver au Canada ou dans la province, alors t'as pas trop eu le temps de t'entraîner sur les techniques d'entretien d'embauche. Certes, tu as un niveau d'anglais d'un enfant de 5 ans, mais comme tu es pistonné, ça va forcément marcher. Mais il y a un élément qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on ne sait pas qui l'on est. Par contre, l'employeur qui t'attend pour te faire passer l'entretien derrière son bureau, lui, il sait très bien qui tu es. Et il voit 2 choses sur le CV que tu as transmis via le secrétariat. La première chose, c'est ta nationalité. La deuxième chose, il voit que tu n'as aucune expérience canadienne. Et toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire l'expérience canadienne et tu n'as aucune idée de ce qui se cache derrière, on va dire, les stéréotypes de ta nationalité. Et cet employeur, il envoie défiler des profils et des nationalités différentes. Et toi, de par la non-connaissance de qui tu es et ce que tu représentes, tu vas enfoncer ces stéréotypes. Tu vas les amplifier. Et ce que tu vas émettre pendant l'entretien, c'est beaucoup d'orgueil. Sous-entendu, j'ai tout fait, j'ai tout vu, je viens d'une entreprise qui est bien plus grande que la vôtre. J'ai beaucoup d'années d'expérience, j'ai même déposé des brevets. Alors le job que tu me proposes, easy. Bien évidemment, la réponse sera négative. Tu recevras un joli email du secrétariat, s'il a le temps de te faire une réponse, comme quoi tu n'es pas retenu pour ce poste. Et encore pris dans ton orgueil, déjà tu ne vas pas comprendre cette réponse, car d'après toi, tu es la meilleure personne qui puisse obtenir ce job. Et également, comme tu vas être encore très très pris dans ton orgueil, tu vas renvoyer un email à ce secrétariat en lui demandant des explications. En quelque sorte, tu vas contester, cette réponse négative. Tu veux savoir pourquoi tu n'es pas pris. Mais tu n'auras aucun retour malheureusement pour toi, car en Colombie-Britannique, on n'aime pas dire du mal des gens. On préfère te bombarder d'un silence qui en dit tout autant. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'expérience canadienne, de première expérience? Cette expérience, c'est souvent un facteur déterminant dans le processus d'embauche. Ça va rassurer l'employeur sur la capacité de son candidat à s'adapter au milieu du travail, à comprendre les normes, les pratiques en vigueur et surtout à connaître la culture d'entreprise en général. Et qu'est-ce que ça peut être une expérience canadienne? Ça peut être des emplois, quels qu'ils soient, comme on l'a déjà dit, même à temps partiel, ça peut être des stages ou encore même du bénévolat, du volontariat. Donc c'est plutôt vaste. On comprend que l'expérience canadienne, c'est un atout majeur dans la recherche d'emploi au Canada, en Colombie-Britannique, car elle va vraiment témoigner de l'adaptation du candidat au contexte professionnel canadien. Et ça va bien sûr faciliter son intégration sur le marché du travail. Maintenant qu'on a compris qu'il est très complexe, mais pas impossible, de décrocher le job de ses rêves du premier coup, si tu as l'opportunité de décrocher un job avec un profil junior alors que tu as un profil senior, saisis ta chance et n'attends pas trop. Alors, oui, je sais, c'est difficile, hein, pour l'ego, de repartir, du bas de l'échelle, mais sincèrement, partir en tant que profil junior, c'est pas si bas. Sache que tu peux repartir de beaucoup plus bas et même l'obtention de ce profil, junior peut prendre, plusieurs mois et tu vas connaître pendant ce laps de temps, des phases très, déprimantes, mais c'est normal. Si tu es dans un couple, assure-toi d'alterner ces phases de déprime avec ton conjoint, que vous ne soyez pas, déprimés en même temps et tout ira bien. Et oui, car au-delà de la complexité de trouver son premier job, au Canada,
il y a une autre, problématique qui entre en jeu, c'est, la dynamique temps. Et oui, le temps passe très vite et tu te souviens, si tu as vu, la vidéo, Entrée Express Canada, le parcours de la résidence permanente, on te dit que le gouvernement IRCC te demande d'avoir une réserve d'argent pour pouvoir justement subvenir à tes besoins et ceux de ta famille pendant environ 3 mois. Donc le montant est de 14 000 $ par personne, approuvé. Donc voilà, tu multiplies, suivant le nombre de personnes qu'il y a dans ton foyer et tu vas t'apercevoir que ce montant, se s'écoule très, très vite. Car, en effet, la vie en Colombie-Britannique, on commence bien à le comprendre, elle est, très chère. Il va falloir que tu payes un loyer plus tous les frais, associés. Tu vas peut-être pas tout de suite toucher, les aides, des allocations pour tes enfants. Donc, le temps va presser, il va falloir que tu trouves, du travail. Donc le poste de tes rêves n'a pas marché. Tu as dit non à un profil, junior, toujours dans ton orgueil et donc tu n'auras plus le choix. À la fin, tu vas prendre, un poste, d'ouvrier qu'un agent d'intérim, te proposera. Un job d'ouvrier ou un job de préposé au ménage, voilà, quoi que ce soit. On peut comprendre qu'il est très, difficile de s'engager dans ce genre de poste, quand on a un profil, beaucoup plus, on va dire, qualitatif et c'est pour cela pardon, c'est pour cela que j'ai dit en introduction, il est arrivé en héros et il est reparti à zéro. Et c'est là qu'il faut être, très futé. C'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses une entreprise qui a, potentiellement le job de tes rêves et je vais te donner, des exemples. Ici, c'est une anecdote qui a été, racontée par le Relais francophone de la Colombie-Britannique. Ils avaient parmi leurs clients un pilote d'avion de ligne qui venait, d'Afrique francophone. Impossible, une fois arrivé, en Colombie-Britannique, de décrocher un poste, de pilote d'avion de ligne. Malgré toute son expérience, impossible de décrocher un poste de pilote d'avion de ligne et bien évidemment, il fallait qu'il, entre dans l'univers, magique des professions réglementées et à un moment donné, il a fallu qu'il travaille et donc il a eu l'idée, de travailler pour un aéroport. Il s'est dit, moi, je veux bien faire n'importe quel travail, mais je veux être dans le milieu que j'affectionne, voilà, qui me porte, qui me passionne, donc c'est les aéroports, voilà, dans cet environnement-là et du coup, il a trouvé un travail, de préposé aux ménages, pour, une agence, de voyage ou plutôt une compagnie aérienne. Donc voilà, il s'est mis à faire, les ménages là-bas et puis, un jour, quelqu'un vient lui parler et dans la conversation, cette personne est amenée à lui dire qu'il est pilote, qu'il était pilote dans son pays, d'avion et cetera et donc bah, le la personne de la compagnie aérienne, est étonnée et lui dit: «Bah, justement, on lance une campagne de recrutement de pilotes d'avion, proposez votre candidature» et donc il a obtenu son 1er poste, ce qui lui a permis, d'avoir après plus de facilité pour, faire, sa profession réglementée. Donc ici, c'est clairement le fait qu'il ait une expérience canadienne, en plus dans l'environnement qu'il connaissait, qui lui a permis de décrocher, cet emploi. Donc c'est ici l'idée, c'est de dire: «Il faut vraiment, oser, il faut pas avoir peur». Un autre exemple, tu travailles, dans le milieu de l'ingénierie, alors vise une entreprise, qui a un bureau d'études et dont tu partages, les mêmes valeurs et puis par le biais d'une agence, d'intérim, fais-toi embaucher comme, ouvrier dans cette entreprise. Donc là, tu vas peut-être aussi découvrir, ce que c'est que de travailler, en poste ou durant, les week-ends et ne t'inquiète pas, l'entreprise, elle va bien voir ton CV, mais elle va faire comme si elle l'avait pas vu ou alors, qu'elle n'y croit pas parce que tu sais, elle reçoit des tonnes de CV et puis beaucoup sont faussés. Donc l'employeur va bien prendre le temps, de t'observer
sur ton poste, d'ouvrier. Il va voir comment tu t'intègres à une équipe dans un milieu anglophone avec ton niveau qui nécessite d'être amélioré. Donc concernant l'anglais, j'ai fait une vidéo qui s'appelle, «Communiquer en Colombie-Britannique». Je te conseille, voilà, d'aller la voir, car ce qui est compliqué ici avec l'anglais, c'est le slang. C'est je vais pas dire un dialecte, mais en quelque sorte, c'est ça, hein, et notamment dans le milieu du travail. Il va voir également si tu es, ponctuel et notamment, si tu fais du travail en poste, tu vas peut-être être bien éprouvé, sur ce point-là. Et le plus drôle, c'est de voir, les réactions de tes collègues, à l'atelier, dans ce milieu, ouvrier, car tu vas vraiment, passer pour, un ovni, à leurs yeux, et en fait, tu vas leur faire comme un basculement, psychologique au quotidien. C'est-à-dire que dans la journée, ils vont se dire, «Mais celui-là ou celle-là, il est, super intelligent», et après quand ils vont t'entendre, parler en anglais, ils vont se dire: «Ah non, mais il ou elle est complètement stupide». Ils vont te questionner, ils vont te demander d'où tu viens, mais qu'est-ce que tu faisais? Comment ça se fait que tu es tombé si bas? Tu vas te remettre à parler et puis ils vont comprendre pourquoi tu es tombé si bas, c'est parce que tu sais pas bien parler anglais. Tu vas devenir le chouchou de ton chef de service qui va beaucoup aimer, ta façon de travailler, le fait que tu sois proactif, toujours en train de proposer des nouvelles, solutions et surtout de bonne humeur. Tu vas te rendre compte sur ton profil LinkedIn qu'il est, malicieusement épié par cet employeur, et un beau jour, ils vont te proposer de passer un entretien d'embauche. Oui, cette fameuse place que tu, convoitais, dans un bureau, elle est en train, d'arriver. Donc tu passes, l'entretien, ils sont plutôt, satisfaits et ils te proposent un poste de stagiaire. Et là, c'est à nouveau, le choc, mais comme tu as compris que ton orgueil, il fallait le transformer en don, en compétence d'humilité. Tu respires un bon coup et tu dis: «OK», et puis tu reprends tes esprits et tu te dis: «Mais, moi je suis pas stagiaire, je suis pas étudiant, je suis pas, un apprenti». Ah, ils vont te dire: «C'est pas grave, chaque année on a un poste ouvert, pour les coop», donc c'est le nom des apprentis. «Cette année tu peux le prendre». Bon, d'accord. Et oui, c'est encore une douche froide parce que tu pensais que tu allais avoir, forcément un salaire, en adéquation avec un poste, en bureau, sauf que tu auras le même salaire qu'en étant, ouvrier parce que tu seras stagiaire, et le plus fou, c'est même que tu auras, une période d'essai pendant ton emploi de stagiaire, et là, ton humilité n'a jamais été autant exacerbée. À la fin de ton contrat, de stagiaire, ton manager, vient te voir et il te dit: «Écoute, je vois plusieurs solutions pour toi. Ton, stage, se termine, donc soit tu retournes, travailler comme ouvrier, soit tu nous quittes ou soit tu passes, dans le bureau, avec le vrai poste qui correspond à tes qualifications et le salaire qui va avec». C'est la fin de notre première partie de la vidéo «Travailler au Canada, zoom sur la Colombie-Britannique». La suite au prochain épisode où nous verrons les verbes d'action: se former, être embauché, partir, s'épanouir et créer son entreprise. À bientôt!